écouté en premier partage avec celui qui a parlé ce qu'il a compris. D'accord ? J'aimerais que vous fassiez une restitution très brève, en 5 secondes. J'ai compris que ton truc, c'était ça. Et l'autre va voir s'il a bien compris. D'accord ? Puis après, on change également et on va voir s'il y a un écart. Donc, ceux qui ont écouté en premier, vous restituez à l'autre ce que vous avez compris de son activité. 5-10 secondes, très rapidement. J'ai compris que tu faisais ça. Après, on change. Et après, on débriefe. D'accord ? Allez-y. Donc, ceux qui ont écouté en premier, restituez à l'autre. Vous pouvez. Maintenant, on échange maintenant. Le deuxième qui a écouté, on échange. Ok ? Vous revenez avec moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous revenez. On arrête de parler. Vous revenez avec moi. J'aimerais que, donc, tout le monde s'est présent, tout le monde, ceux qui sont arrivés au début en avance par rapport aux autres, vous avez exprimé ce que vous faites, votre projet, votre entreprise, l'autre a écouté, vous avez échangé, et puis ensuite, l'autre a fait une restitution, il a dit « j'ai compris que tu faisais ça ». J'aimerais que ceux qui se sont exprimés, donc, lèvent la main, ceux qui sont satisfaits de la restitution, qui se disent « tiens, l'autre a compris ce que j'ai fait ». Levez la main, ceux qui sont contents de la restitution. Pas mal. Pas mal. Voilà. Quand il n'y a pas de levée de main, ça veut dire qu'il y a certainement un peu de progrès à faire pour être plus clair et donc d'échanger comme ça. C'est un bon exercice pour ce qu'on veut pitcher. Arnaud, est-ce que tu veux avant de prendre la main ou tu es encore... Très bien. Alors, on va continuer avec ceux qui sont arrivés. Donc, bonjour, je m'appelle Alain Bosetti, je suis le président du salon et je fais l'animateur pour chauffer la salle. Je suis la première partie d'Arnaud Ciel. Donc, vous avez Johnny Hallyday. Et là, vous avez juste Alain Bosetti. Donc, à tous ceux qui sont arrivés, on va changer, s'il vous plaît, ceux qui étaient 2 par 2, vous allez changer, mélangez-vous, mais je voudrais que vous soyez tous debout ou assis, 2 par 2, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ou avec lequel vous n'avez pas encore échangé. Et ce soit la vente joyeuse, on n'est pas là pour s'emmerder, d'accord ? Donc, venez, restez pas au fond. La vente joyeuse, ça se passe ici, la vente joyeuse. Là-bas, c'est la vente triste. Venez, approchez. Vous mettez 2 par 2, debout ou assis, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, et vous allez vous présenter à mon top départ. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, 2 par 2, et à mon top départ, vous allez avoir 30 secondes pour vous présenter à l'autre. D'accord ? Attention, 3, donc définissez qui commence en premier. Au bout de 30 secondes, vous changez. 3, 2, 1, c'est parti. Pendant ce temps-là, je teste le micro. Est-ce qu'il marche, mon micro ? Oui, il marche bien. Encore 5 secondes. Attention, changez. Celui qui a écouté s'exprime. Merci, stop. Alors, il nous reste encore 3 minutes. S'il vous plaît. Écoutez-moi, on arrête. Vous pourrez discuter après. Tout. S'il vous plaît, mademoiselle avec les lunettes, madame avec les lunettes. Là, c'est fini. On arrête. Voilà. Donc, écoutez-moi maintenant. Maintenant, ce que vous allez faire, comme tout à l'heure, vous avez écouté par binôme. Vous allez très rapidement... Le premier qui a écouté va restituer à l'autre. Il dit, voilà, j'ai compris que tu faisais ou que vous faisiez ça. Vous allez restituer à l'autre ce que vous avez compris. 5 secondes, juste, j'ai compris que tu faisais ça, etc. Après, l'autre explique. Et comme ça, vous pouvez voir l'écart entre ce que vous avez voulu exprimer et ce que l'autre a compris ou retenu. D'accord ? Donc, celui qui a écouté en premier,
il va dire à l'autre, j'ai compris que tu faisais ça comme métier ou comme projet. D'accord? Allez-y, le premier qui a écouté exprime ce qu'il a compris. On échange. Merci, et maintenant on échange. Celui qui a écouté en deuxième explique à l'autre ce qu'il a retenu. Je fais la première partie, Mathieu, là. Je chauffe la salle pour Arnaud. D'accord? Et maintenant, tout le monde s'est exprimé. Alors, ceux qui sont contents de la restitution, levez la main. Ceux qui trouvent que c'est bien, ils ont... Ok. Ceux qui sont contents de la restitution? Ok, c'est bien. Ben, vous voyez, en fait, voilà. Donc maintenant, tout le point, c'est de se dire comment je peux progresser pour que, en 30 secondes, vous avez vu 30 secondes, c'est très peu. Là, ça continue d'échanger. Là, il y a le contrat qui est en train de se signer. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'on fait ce genre d'exercice avec son réseau, avec des amis, dans l'entreprise, c'est de se dire comment est-ce que je peux progresser pour que, très rapidement, je puisse attirer l'attention de l'autre et puis, surtout, qu'est-ce qu'il va retenir de moi. Voilà, la première partie est finie, d'autant que ma filleule vient d'arriver. Et je vous souhaite, je vous laisse avec Arnaud pour une joyeuse conférence. Et je vous dis très bon salon. Merci beaucoup, Alain. C'était une première, hein. Merci beaucoup, Alain. Ah, donc c'était vraiment ta filleule qui était arrivée. Bonjour Victoire. Non, mais tu es le bienvenu. Tu es chez toi, tu es le taulier quand même. Hein. Ah, d'accord. Alors, je vais l'éloigner. Ok, merci. Je vais l'éloigner alors. Est-ce que certains parmi vous connaissent un livre qui s'appelle La vie en rose? La vie en rose, mode d'emploi. Ça vous parle ou pas? Non. C'est un petit livre qui comporte 350 citations sur le bien-être et la vie en rose. Ce livre a été vendu à près de 10 millions d'exemplaires dans le monde, en 23 langues. Et l'auteur de ce livre, La vie en rose, est là. Il s'appelle Dominique Glocheux. Il est ici. C'est un des auteurs français qui a le plus vendu de livres. La vie en rose, mode d'emploi, chez Albin Michel, c'est un livre remarquable. Et maintenant, je me tais et j'espère avoir parlé assez loin du micro. Bonne conférence et à bientôt. Bon salon. Merci beaucoup, Alain. La vie en rose, mais quel super lien avec une conférence sur la vente joyeuse. Je pense que c'est le bouquin qu'il faut absolument acheter en sortant de cette conférence, bon, en plus du mien, mais et puis, en plus je suis jaloux parce qu'il en a vendu beaucoup plus que moi. Bienvenue à tous, donc je m'appelle Arnaud Ciel, je suis le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle CA+, et depuis 20 ans, je fais du conseil en marketing et en développement commercial, c'est-à-dire que j'aide mes clients qui sont des créateurs et des dirigeants de petites entreprises. Je les aide à développer encore plus vite leur chiffre d'affaires. Au niveau de la technique, pour tenir le micro, c'est bien comme ça, le son est bon, parfait. Donc ceux-là, il faut les tenir prêts, pas comme cela, si j'ai bien compris. Donc nous allons passer 45 minutes ensemble sur un sujet vital, essentiel pour nos petites entreprises, la vente. Oui, mais pas n'importe laquelle. La vente joyeuse. Alors peut-être déjà qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il peut donc y avoir de joyeux dans la vente ?» Et j'aimerais qu'on commence par un premier sondage, on le refera dans 45 minutes, qui spontanément, qui parmi nous associe la vente et la joie. Spontanément. Alors moi je ne suis pas objectif. Ah oui. Ça dépend, ça dépasse. Mais donc, on est une minuscule minorité. Merci de votre franchise. Bon, c'est mon défi. J'espère que dans 45 minutes, vous serez plus nombreux à lever la main. Et peut-être qu'il faut que je vous explique d'où vient cette histoire de la vente joyeuse. Tout a commencé avec Annie. Annie, vous ne la connaissez pas, mais à l'époque, c'était une jeune femme. C'était il y a 20 ans. C'était une de mes premières clientes.
Et je l'accompagnais, c'était une chef d'entreprise, et je l'accompagnais dans cette démarche de prospection téléphonique. On passait des appels ensemble, et je la sentais tendue comme un arc. Ça n'allait pas. Bon, donc j'arrête la session. Je dis, mais Annie, il y a un problème? Ah oui, il y a un problème. Tu veux que je te dise? Bah oui, s'il te plaît, Annie, dis-moi. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? J'ai honte de faire ce que je suis en train de faire. Mais comment ça, de quoi tu as honte? J'ai honte de prospecter. Je vous avoue qu'à l'époque, je suis tombé de la chaise et j'étais complètement déstabilisé par le fait qu'un ou une entrepreneur puisse ressentir de la honte à l'idée de prospecter pour vendre ses produits ou ses services. Et puis, au fil des mois, au fil des années, je me suis rendu compte que cette quasi-détestation de la vente existait chez un bon nombre d'entrepreneurs, ce qui m'a beaucoup surpris et surtout qui a posé un problème. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec une activité qu'on déteste? On ne fait pas, on est d'accord. Et on sort un alibi en béton. Ah, vous avez le même. C'est bien ça. J'ai pas eu le temps. Si j'avais su, on connaît la suite, j'ai pas eu le temps. Et que se passe-t-il si chaque fois qu'on doit faire du commercial, on dit ah non mais j'ai pas le temps d'en faire? Il n'y a pas de CA. On est d'accord. Parce qu'effectivement, les clients n'arrivent pas par magie, par incantation, ni par quoi que ce soit. Si on ne fait pas de commercial, on n'a pas de chiffre d'affaires. Si on n'a pas de chiffre d'affaires, notre petite entreprise ne va pas très bien. Alors, c'est pas pour plomber l'ambiance, mais il faut qu'on trouve une solution. Parce qu'effectivement, si on reste dans cette détestation de la vente, on va ne pas faire de démarche commerciale, ou alors on va le faire malheureux. Donc on va être pas très efficace et pas très heureux. C'est quand même pas pour ça qu'on a décidé de créer une boîte. Mieux valait rester salarié à ce moment-là. Donc comment on fait? Peut-être qu'il faut que l'on rentre déjà dans les raisons pour lesquelles on n'aime pas faire du commercial. On les partage? Alors, moi j'ai trouvé qu'il y en avait une première. C'était qu'on avait peur. Alors, peut-être que, madame, vous allez avoir la réponse aussi. Tiens, par exemple, pour faire de la prospection commerciale, moi j'entends souvent, je ne fais pas de prospection commerciale parce que j'ai peur de déranger. Hein? C'est ça. Qui a peur de déranger quand il fait de la prospection commerciale? Bande de menteurs. Parce que quand je regarde la manière dont sont garées les voitures dans les grandes villes, je me rends bien compte que la peur de déranger n'est pas ce qui anime la majorité d'entre nous. Donc bien sûr que non, vous n'avez pas peur de déranger. Vous avez peur? Ah bah alors. Et pourquoi il se met à marcher à l'envers, le mien? Il a peur de déranger, vous croyez? Bah alors, enfin, fais pas ton timide. Tu as très bien fonctionné jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui lui arrive? On a peur du rejet. On n'a absolument pas peur de déranger. On a peur d'être rejeté. Alors, un jour, j'avais assisté à une conférence dans laquelle le conférencier proposait une thèse pour expliquer cette peur du rejet. Il expliquait que ça viendrait de notre mémoire d'humain, où il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, quand on était rejeté, c'était qu'on était rejeté du groupe, de la tribu, et que ça signifiait la mort. Selon lui, on aurait gardé cela en mémoire, et on aurait une telle peur du rejet parce qu'on l'associerait à la mort. Peut-être qu'on a peur que notre petit ego soit blessé aussi. Ok. Oui, on a peur d'être rejeté. Ok. Mais est-ce que c'est si grave que ça d'être rejeté? Il nous arrive rien en fait là. Maintenant, on risque absolument pas la mort si un prospect nous dit non. Mais c'est vrai qu'on a cette peur-là à dépasser.
On peut avoir également cette idée. Alors, on va y revenir d'ailleurs. Est-ce que c'est peut-être lié au mythe du génie? Mais on se croit en position de faiblesse quand on prospecte. Tiens, parmi nous, là encore, qui commence ses rendez-vous commerciaux en disant « Ah, monsieur le prospect, merci de me recevoir ». Qui dit ça en début de rendez-vous? C'est vrai. Bon. Vous savez par quoi vous devez absolument le remplacer. Je suis heureux d'être là. Par exemple. Je suis joyeux d'être là. On pourrait même le remplacer par « Bravo, monsieur le prospect. Vous avez pris une très bonne décision, celle de me recevoir. » Parce que vous vous rendez compte, si vous envoyez comme signal en premier rendez-vous « Bonjour, merci de me recevoir », vous vous rendez compte la position dans laquelle vous vous mettez? On remercie jamais un prospect de nous recevoir. Sinon, c'est-à-dire qu'on se met en posture de faiblesse, en posture inférieure. On n'est pas non plus au-dessus, mais on est à la même hauteur. Veillez toujours. Vous vous rappelez les photomatons? Enfin, je crois que ça existe toujours. Il y a un petit siège qu'on peut tourner, monter ou descendre pour être à la bonne hauteur. Pensez-y, quand vous rentrez chez le prospect, pensez à la cabine du photomaton. Votre siège doit être à la même hauteur que celle du prospect. Pas au-dessus, pas en dessous. On n'est pas en position de faiblesse quand on prospecte. On rend service au prospect. Puisqu'on est en train de lui faire découvrir un produit, un service, une entreprise, un entrepreneur formidable qu'il ne connaissait pas auparavant. On rend service à un prospect. C'est presque lui qui devrait nous dire « Waouh, merci d'être venu. Merci de m'avoir appelé. » On rend service, on n'est pas en position de faiblesse. Ouais. Ça nous joue un mauvais tour aussi pour la prospection. Le mythe du génie. On lit plein d'articles sur quel entrepreneur de génie. On nous berce avec les histoires de Elon Musk, de Mark Zuckerberg, de Richard Branson, etc. Quel entrepreneur de génie. Et donc on cultive ça, on se dit, moi aussi je vais être génial. Je vais inventer un produit génial qui ne nécessitera aucune prospection. Ben oui. En plus, en France, avec la culture des ingénieurs, on rajoute une couche. On va inventer un avion de ligne fabuleux, super beau, supersonique. Le monde entier se l'arrachera. Ou pas. Et oui, parce que le problème des génies, c'est qu'ils ne sont pas nombreux, les vrais. Nous autres, les normaux, on est obligés d'aller prospecter. Donc si on croit qu'il suffirait d'avoir une offre géniale, c'est rare les offres géniales, surtout dans des économies assez saturées. À la limite, pendant les 30 Glorieuses, nos parents pouvaient proposer au marché à peu près n'importe quoi. De toute façon, le marché avait besoin de tout. Nous, c'est vachement plus compliqué. Donc on ne peut pas trop compter sur le mythe du génie. Autre mythe qui nous rend un mauvais service, le mythe du talent. Vous avez déjà entendu cette expression, celui-là, celle-là, quel vendeur né. Quel talent, il est doué pour ça. Tout petit à l'école, déjà, il nous vendait plein de trucs. Incroyable. Moi, j'ai pas ce talent-là. Donc, en plus, j'ai pas le temps. Et donc, je vais pas faire de commerce. Mais bien sûr que non. Il n'y a aucun talent dans le commerce. Aucun. Personnellement, pour avoir, dans une autre vie, animé des dizaines et des dizaines de commerciaux, depuis 20 ans, pour avoir accompagné 450 entrepreneurs dans leur démarche commerciale, c'est jamais le plus talentueux qui réussit. Hein. Comment ? Alors oui, c'est sûr qu'il faut une part d'audace. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. C'est sûr qu'il faut une part d'audace dans la démarche commerciale. Mais, je suis bien d'accord avec toi, c'est celui qui travaille le plus, qui fait le plus de rendez-vous, qui applique le plus la méthode. Celle-là, celui-là, c'est celui qui cartonne. Donc, il y a
aucun talent n'est nécessaire dans la démarche commerciale. Ah ouais. Autre mythe là qui nous donne vraiment pas envie d'y aller. Le mythe du menteur, de l'escroc. On a tous entendu ces expressions. Celui-là, il vendrait du sable aux bédouins. Celle-là, elle vendrait des steaks de baleine à Greenpeace. Je ne sais pas si elle a réussi d'ailleurs. C'est-à-dire que le bon vendeur, la bonne vendeuse serait menteur, serait un escroc, serait un embrouilleur, comme on dit dans le sud de la France. Alors, c'est sûr que ça ne nous donne pas envie, c'est bien légitime, d'aller faire du commercial. Mais là encore, c'est faux. Tiens, pour l'anecdote, je ne sais pas si on est bien dans le timing. Oui. Il vendrait des frigos aux Esquimaux. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Alors, là-dessus, c'est greffé une deuxième légende. Paraît-il, un publicitaire américain aurait réussi à vendre des frigos aux Esquimaux de la bonne manière. Et vous savez comment il a fait ? Donc il a fait du porte-à-porte, il est allé voir les Esquimaux dans leurs igloos, il a tapé la porte. Bonjour madame Agaguk, bonjour monsieur Agaguk, puisque tous les Esquimaux s'appellent Agaguk, c'est bien connu. Et il leur a posé une bonne question. Vous savez laquelle ? Quel est le problème ? En B2B, on aurait dit quel est le défi auquel vous êtes confrontés en matière de conservation des aliments. Évidemment, les Esquimaux n'ont pas répondu, c'est la chaîne du froid. Mais ils ont répondu qu'ils avaient un problème. Quel était-il ? Les ours. Les ours blancs ont un flair redoutable. Et donc ces salopios détectent, grâce à leur flair, nos stocks d'aliments dans nos igloos. Ils viennent, ils cassent tout, parce que c'est des racailles, hein, les ours blancs. Ils cassent tout, ils tuent, et ils nous piquent nos stocks de bouffe. Voilà le problème que l'on a. Le publicitaire américain dit « I got the solution ». J'ai la solution. Je fais la deuxième partie en VO. J'ai la machine à protéger les aliments du flair des ours. Ah bon ? Ça s'appelle comment ? Un réfrigérateur. Voilà la machine. À quoi sert le fil noir qui est derrière ? À rien, je vous le couperai à la livraison. Et il a vendu des frigos aux Esquimaux, mais de la bonne manière. Parce qu'il a détecté leurs besoins, il a compris leurs problèmes, et il leur a proposé une solution éthique, pertinente, qui était se protéger du flair des ours. Et aucun ours blanc n'a été maltraité dans l'histoire. Donc on peut vendre des frigos aux Esquimaux de la bonne manière. Bon, maintenant qu'on a vu toutes les raisons abominables pour lesquelles on pourrait effectivement ne pas aimer la vente. Et si on voyait des clés pour, au contraire, aimer la vente, les clés qui composent la vente joyeuse. Est-ce qu'elle va bien marcher ? Oui. Et si nous décidions déjà d'incarner ce que nous attendons dans la vente ? Tiens, si vous imaginiez le vendeur, la vendeuse idéale, la personne que vous aimeriez recevoir quand vous êtes client, comment vous la décririez, cette personne ? Comment vous la verriez ? De l'écoute, je suis bien d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'elle aurait d'autre comme qualité ? Elle serait souriante ? Sympa même ? Compétente, tant qu'à faire ? Oui, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'elle aurait d'autre comme qualité ? Empathique ? Oui. Quoi d'autre ? Honnête ? Oui, tant qu'à faire, ouais. Je suis d'accord. Comment, pardon ? Sincère ? Oui. Donc sincère, sympathique, chaleureuse, à l'écoute, souriante, compétente. Qu'elle comprenne comment, pardon, j'ai pas compris la blague.
Qu'elle comprenne ma problématique, oui. Qu'elle ait envie de m'aider, plus que de vendre quoi que ce soit, ok. Ok. On s'inscrit dans la durée, là. Hein. Ok. Drôle. Ok. Bon, ça dépend des secteurs quand même. Hein. Il y a des secteurs où... Mais je suis d'accord avec vous, madame. Oui, qu'elle soit drôle. Bon, ça a fait un paquet de qualités. Mais finalement, vous savez toutes les nommer, ces qualités. Finalement, une première clé de la vente joyeuse, ça serait d'incarner le changement que nous attendons de voir dans la vente. Si nous commencions par nous-mêmes, déjà par incarner toutes ces qualités, finalement, vous savez décrire le commercial, la commerciale idéale. Peut-être qu'on pourrait se l'appliquer à nous-mêmes, toutes ces qualités. Et si nous décidions d'être souriants, sympas, drôles, chaleureux, empathiques, compétents, à l'écoute, capables de comprendre le besoin du client, ayant plus envie d'aider que de vendre, si on incarnait tout ça, moi je suis sûr que déjà, on a une première clé de la vente joyeuse. Qu'est-ce que vous en dites ? Deuxième clé que j'aimerais vous proposer. Respectons les vendeurs d'aspirateurs. Qu'est-ce que je veux vous dire par là ? Moi, là encore, c'est un client qui m'avait fait cette réflexion. Au début de l'accompagnement, il me dit « Ah, je te préviens, il y a un truc. » D'accord ? Je ne veux pas ressembler à un vendeur d'aspirateurs. Mais pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? C'est illégal, les aspirateurs ? Non, je sais pas, je veux pas ressembler à un vendeur de drogue, je veux bien. C'est illégal, c'est mal, ça tue les gens, ok. Mais les aspirateurs, moi j'ai jamais rencontré des gens blessés par des aspirateurs, qui sont devenus accros au fait de passer l'aspirateur. Enfin si, ça peut-être quand même. Mais il n'y a rien de mal à vendre des aspirateurs. Et si finalement on commençait par respecter toutes celles et ceux qui font ce beau métier, si on commençait par regarder les vendeurs d'aspirateurs comme finalement des créateurs de richesse, comme des créateurs d'emplois, comme des créateurs de marge, si on commençait par respecter les vendeurs d'aspirateurs, les vendeurs de cravates, parce qu'il y a ça aussi. Alors, d'un autre côté, je ne sais pas qui a rencontré dans sa vie un vendeur de cravates, c'est pas un super métier d'avenir. Mais respectons toutes celles et ceux qui font ce métier. Arrêtons de dire du mal des vendeurs d'aspirateurs. Tiens, on va faire un nouveau sondage. Je fais des gages pour Ipsos pendant la conférence. Qui parmi nous, quand il était enfant, dans une cour de récré, a vendu ou des billes, ou des petits chevaux, ou des cartes Pokémon, ou des cartes Panini? Qui a vendu ça? Enfin, a échangé plutôt. A échangé, pardon. Quel lapsus. Bon, bonne nouvelle, on s'y est à peu près tous livrés. On a tous, dans une cour de récré, échangé des trucs contre des machins selon notre génération. C'était des billes, ou alors des Pokémon, ou alors des je ne sais quoi. Mais on a échangé des trucs dans les cours de récré. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on reprend la définition de vendre ou de vente dans le Larousse, qu'est-ce qui est écrit? À la définition de vendre, il est écrit « échanger des produits ou des services contre une somme d'argent ». Échanger des produits ou des services contre une somme d'argent. Ça veut dire qu'en fait, c'est une activité à laquelle nous avons été formés depuis tout petit. C'est simple. On se complique, je ne sais pas pourquoi, à l'infini l'acte de vente, alors qu'au contraire, il est super simple. C'est échanger ses produits, ses services, par exemple ses services de développeur, contre une somme d'argent. C'est rien d'autre. Donc c'est une relation librement consentie entre deux parties, et à la fin de laquelle, soit on va tomber d'accord, soit on ne va pas tomber d'accord, mais comme quand on échangeait nos billes dans la cour de récré, de la même façon. Et là, la bonne nouvelle, c'est que c'est en plus beaucoup plus civilisé que dans la cour de récré. Parce qu'à la limite, dans la cour de récré,
quand le grand voulait vraiment obtenir les billes du petit, il pouvait utiliser de la force. Alors que là, nous, au moins, ça va être vachement plus civilisé, notamment si on œuvre dans le B2B. C'est très soft, le B2B. Les petits se font pas taper dessus par les grands. À part sur les conditions de paiement. Mais sinon, non. Donc vendre, c'est une relation simple. Nul besoin d'essayer, par exemple, de se changer, de se modifier. Tiens, là, j'attaque l'accompagnement d'un groupe dans l'univers informatique. Dans les préparations, j'ai vu comment est-ce que je dois prospecter, vendre, sans me travestir. Mais c'est pas besoin de se travestir. Pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. En plus, ça prend un temps de dingue. Non, on reste soi-même. On reste soi-même. On n'a pas besoin de modifier sa façon d'être, sa façon de parler. C'est une relation simple et normale, vendre. Autre clé que j'aimerais partager avec vous pour la vente joyeuse. Vendre, c'est entreprendre. Alors, bien, on est au salon SME. Entreprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des décisions, prendre des risques et accepter qu'un certain nombre de nos décisions ne soient finalement pas les bonnes. On a accepté de se tromper. Sinon, on reste fonctionnaire, par exemple. Il ne nous arrive rien. Si vous avez accepté le risque de devenir entrepreneur, vous pouvez accepter le risque de la démarche commerciale. Parce que dans la même manière, dans la démarche commerciale, qu'est-ce qu'on fait? On choisit des prospects. On se dit, ah tiens, cette cible, elle est super pertinente. On va prospecter les gens qui vendent des programmes immobiliers haut de gamme. Notre offre, ils vont adorer. Et on va les prospecter. Et peut-être qu'on va se planter. Parce que finalement, cette cible qu'on avait estimée a priori être la bonne, n'est finalement pas la bonne. Et c'est pas grave. Au contraire. Parce que quand on se trompe, on apprend. Si j'ai ciblé les constructeurs de maisons individuelles et que ça ne marche pas, je vais comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et ça va me permettre de fabriquer le succès suivant. Donc, vendre, c'est entreprendre. Ça veut dire que j'accepte de me tromper. Et c'est pas grave parce que j'apprends. En tant qu'entrepreneur, vous devez prendre tous les jours des décisions. Et vous avez besoin de les prendre. À la fin de la journée, à la fin du mois, 6 mois après, vous dites, eh ben celle-là, c'était pas une bonne décision. Oui, mais c'est vachement facile 6 mois après. Vous savez, c'est comme les commentateurs qui analysent la gestion de la crise du Covid 2 ans après. Ah ben oui, c'est facile. Mais à l'instant T, c'était peut-être plus compliqué à gérer. Il fallait prendre des décisions, il y en a un certain nombre qui n'étaient pas bonnes. Ben oui. Entrepreneur, c'est la même chose. Et quand on vend, c'est pareil. Décidément, elle est ensorcelée. Une de mes préférées. Vendre, c'est gagner sa liberté. Est-ce que vous savez, tiens, dans la culture américaine, comment on appelle les bons vendeurs? Non? On les appelle les rainmakers, les faiseurs de pluie. Ah, vous voulez dire les rainmakers? Oui. Donc les faiseurs de pluie. Pourquoi? Parce que par allusion, par analogie avec la culture amérindienne, celui qui maîtrisait la danse de la pluie, il maîtrisait la prospérité pour la tribu. Un bon vendeur, il est capable de faire tomber la pluie d'euros sur sa petite entreprise. Pourquoi je veux vous dire ça? Parce que si vous maîtrisez votre commercialisation, quand on maîtrise sa démarche commerciale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est libre d'aller chercher de nouveaux clients. Si on est libre d'aller chercher de nouveaux clients, ça veut dire qu'on est libre d'en refuser d'autres.
Combien d'entre nous, par exemple, ici, sont dans la prestation de service? Ouais, je me doutais un peu de la question, de la réponse, pardon. Quelle est une des particularités de la prestation de service? C'est que le client est avec nous pour la faire. Vous avez remarqué? Et qu'il y a des clients avec lesquels il est très agréable, très efficace de prester, et il y a des clients avec lesquels il est très désagréable et très inefficace de prester. Vous pensez à certains? Je vous vois vous marrer. Et quand on maîtrise sa commercialisation, on devient libre maître de refuser certains clients parce qu'on est capable d'aller en chercher d'autres. Ça, c'est génial. De la même façon, moi, j'ai travaillé quelquefois avec des clients où on partait d'une situation, et c'est souvent le fait déclencheur de notre collaboration. Il me disait, voilà, j'ai un problème, j'ai un client qui pèse 40, 50, 70, 80% de mon chiffre d'affaires. Aïe. Et oui. Parce que comment ça s'appelle un client qui pèse 80% de notre chiffre d'affaires? Comment? Presque un actionnaire? Moi, j'aurais appelé ça un patron. Et oui. Parce qu'un client qui pèse 70-80% de votre chiffre d'affaires, c'est devenu votre patron, en fait. Oui. Et donc, on a intérêt, dans ce type de situation, à diminuer sa part relative. Et pour diminuer sa part relative, il faut aller en chercher plein d'autres. Et là, on devient libre. Donc, vendre, c'est gagner sa liberté. Alors, on me dit, ouais, mais il y a des fois quand même, c'est stressant le commercial. On a des rendez-vous très importants, des rendez-vous à fort enjeu, un gros deal. Ça, c'est dans les startups. Dans les startups, ils ont des gros deals. Dans les boîtes normales, on a des gros contrats, mais dans les startups, ils ont des gros deals. Peu importe. Il y a des moments où on peut être stressé. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer le stress? Tiens, on a un rendez-vous vachement important. Un contrat à 120 000 euros. C'est la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer notre stress? Comment? Préparer. Oui. C'est simple, hein? C'est faire ses devoirs, en fait. Et plus on va préparer, plus notre stress va diminuer. Et plus on est stressé, plus on doit se préparer. Mais une fois qu'on s'est préparé, une fois qu'on a fait de notre mieux, une fois qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, tout ce qu'il était possible de faire, on a tout fait, tout ça, on l'a fait tout bien. On a répété 25 fois la présentation. On s'est préparé aux pires objections. On a loué les services d'un excellent accompagnateur en développement commercial pour les TPE. On a fait tout ça. Et bien à ce moment-là, on peut oublier les enjeux pour ne garder que le jeu, pour garder que le plaisir d'être là. Après, voilà, le sort en est jeté. Si on a fait de notre mieux, de toute façon, il y a une part qui nous échappe. C'est la décision finale du prospect. Ça, on n'a pas la prise. Ce que vont faire nos concurrents, on n'a pas la prise. De toute façon, on est là, on est bien, on est heureux, on a notre boîte. Et une nouvelle fois, si on ne signe pas ce deal, on signera le suivant. Et c'est pas grave. Gardons que le jeu, que le plaisir. Parce que sinon, on va arriver, on ne va pas être bon à ce rendez-vous. Après, on peut jeter aussi sa télécommande. Non, là, il veut vraiment le refaire à l'envers. Hein. Ouais. L'importance de l'éthique pour rester dans la vente joyeuse. Il y a des moments où on peut être tenté de franchir certaines lignes. Alors, et première remarque aussi par éthique, j'entends pas la éthique universelle qui serait la même. Non, on est, je ne sais pas combien dans cette salle, nous avons forcément, chacun, notre propre définition de l'éthique, de notre sens moral. Ce qui est important, c'est que notre ligne à nous, nous ne la franchissions jamais.
Si on veut rester joyeux, aligné, bien dans notre vente, Madame, spontanément, vous avez cité dans les qualités du bon vendeur cette volonté plus d'aider que de vendre. Visiblement, ça doit faire partie de votre ligne éthique. C'est important que cette ligne éthique, à vous, vous ne la franchissiez jamais si vous voulez rester joyeuse et joyeux dans votre vente et aligné et bien. L'éthique n'est pas un sport de riche. C'est que même quand notre carnet de commandes est maigre, même quand notre compte en banque est dans le rouge, on a intérêt à rester arc-bouté sur notre éthique. Vachement important là aussi. Laissez l'autre décider. Si on faisait un sondage stupide, qui parmi nous aime qu'on lui force la main ? Ok. Qui aime prendre des décisions ? Qui aime être respecté dans son libre arbitre ? Ça sera notre cas à tous. Et il y a un mythe là qui a la peau dure. Ce mythe, ça serait que le vendeur vendrait. Le vendeur ne vend pas. Hein. C'est le client qui achète. Et cette nuance, elle est énorme. C'est pas le vendeur qui vend, c'est le client qui achète. Ça veut dire, il y a un Larsen quelque part, ça veut dire que c'est l'autre qui décide. C'est l'autre qui se met en mouvement. Il y a plein de bouquins consacrés au closing, aux techniques de closing. Elles sont désastreuses et contre-efficaces, tout particulièrement en B2B. Si vous vendez aux entreprises, les techniques de vendeur de canapé, mince, j'ai dit du mal d'une corporation, vous savez, le truc du style, écoutez, c'est dingue, je viens d'avoir une commande énorme d'un promoteur qui m'achète 80 canapés d'un coup, donc si je peux grouper votre commande, mais c'est ce soir, il faut signer ce soir, et là, le canapé, il est exceptionnellement à 60% de remise. Vous faites ça en B2B, vous détruisez la confiance de votre interlocuteur, la confiance qu'il aurait pu placer en vous. Laissez toujours l'autre décider. Tout ce qui relève de techniques de close des années 80, vous pouvez à peu près tout jeter à la poubelle. Se concentrer sur l'autre avec amour. Alors amour, ça peut vous surprendre, mais pour rebondir sur la proposition de madame, l'envie d'aider, oui, les meilleurs vendeurs, les meilleures vendeuses que j'ai rencontrées étaient profondément animés par cette envie d'aider. Si vous vous concentrez vraiment sur l'autre avec empathie, avec amour, que vous avez vraiment envie de l'aider, vous deviendrez un vendeur ou une vendeuse extraordinaire. Concentrons-nous sur l'autre. Tout à l'heure, j'ai entendu drôle dans les qualités du vendeur. Je suis d'accord avec vous. Si on peut provoquer dans nos rendez-vous commerciaux des occasions de rire, des occasions de plaisanter, c'est un très bon signal. Le rire est un créateur de liens. Alors évidemment, oubliez ça si vous travaillez dans les pompes funèbres. Mais sinon, dans à peu près tous les autres secteurs, ça doit marcher. J'ai jamais travaillé dans le nucléaire, mais même dans le nucléaire, je pense qu'on doit pouvoir rigoler. Oui, vous confirmez. Puisque par exemple, oui, non, je ne vais pas sortir de vanne sur le... Donc, provoquant des occasions de rire, ça c'est un très bon... Quand vous débriefez vos rendez-vous avec vous-même ou avec un très bon accompagnateur, si vous débriefez vos rendez-vous avec vous-même, rajoutez-vous cette case-là. Est-ce que j'ai eu l'occasion de rire avec mon prospect ? Ça sera un très bon indicateur si vous mettez oui. C'est un très bon indicateur que vous avez avancé dans la relation. Soyons heureux. Ouais, une parenthèse tiens, un univers qui est ma passion, qui est la vitesse moto sur circuit. Il y a quelques années, sur Canal+, il y avait une interview d'un champion extraordinaire qui s'appelle Marc Marquez. Et la journaliste lui pose comme question, quel est votre style de pilotage ? Il la regarde presque interloqué et il lui répond du tac au tac, mon style, c'est d'être heureux.
Cette réponse m'a marqué. Le garçon avait déjà à l'époque 7 titres de champion du monde. Mon style, c'est d'être heureux. C'est-à-dire que la seule chose à laquelle il pensait, et il continue de penser, c'est de prendre du plaisir sur sa moto. Si on veut être efficace dans notre démarche commerciale, on a intérêt à chercher ça, à être heureux dans notre démarche commerciale. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si vous détestez le téléphone, choisissez un autre canal pour prospecter. C'est pas grave. Faites de la visite directe. Personnellement, moi, je déteste la visite directe. J'adore le téléphone. Je choisis le téléphone. Si vous préférez l'écrit, bon, c'est moins bien. Mais utilisez l'écrit, bien sûr. Utilisez des canaux, des façons de faire qui vous rendent heureux. Alors ça, je le dois à une cliente. On travaillait, vous savez, sur la dimension vente additionnelle, upsale, comme on dit en bon français, le fait de travailler un compte à la hausse, de proposer de nouveaux produits, de nouveaux services à un client. Et finalement, elle me dit, mais tout ça, ce sont des suggestions bienveillantes, en fait. Ben oui. C'est que, ça encore, dans la vente joyeuse, on peut considérer que tout ce que l'on propose en plus aux clients, eh bien, en fait, ce sont autant de suggestions bienveillantes. C'est pour son bien, c'est pour lui faire plaisir. Un peu comme quand on reçoit des amis, on se dit, qu'est-ce qui lui ferait plaisir, qu'est-ce qui leur ferait plaisir à manger? Moi, j'ai une amie, elle me prépare toujours un gratin dauphinois, parce qu'elle sait que j'adore le gratin dauphinois. Et elle le fait très très bien. Les suggestions bienveillantes. Et enfin, pour conclure nickel dans le timing, c'est une première. Ou pas. Laissez tomber la pensée unique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, on est emporté par notre enthousiasme. On est emporté par notre force de conviction. On est emporté par nos croyances. Et on dit, ça, c'est la meilleure solution pour faire tourner votre serveur. C'est le langage d'exploitation qu'il faut. C'est le meilleur procédé de revêtement de sol. C'est le meilleur système de sonorisation de salle, etc. C'est bien. Mais là, on devient et on risque d'agresser notre prospect. Parce que lui, jusqu'à maintenant, il avait une autre technologie, un autre produit, une autre solution. Et vous êtes en train de lui proposer votre produit, votre solution, comme étant la solution unique. C'est ce qu'on peut appeler la survente, vous savez. C'est les gens qui vous disent « Ah, attends, là, en revêtement de sol, la vérité, hein, on a pris le meilleur. Hein. » Vous risquez d'agresser votre prospect. On a parfois intérêt à adoucir notre discours. C'est une très très bonne solution pour telle et telle raison. Pensez d'ailleurs plutôt à développer vos arguments, plutôt que d'affirmer que c'est le meilleur système de revêtement de sol. Dites plutôt, moi ça me semble une solution pour votre sol qui est très adaptée, parce que ça a tel et tel type de caractéristiques. Vous m'avez dit que vous aviez tel et tel besoin, ça me semble assez bien y répondre. Qu'en pensez-vous? Laissons tomber peut-être la pensée unique. Avec une précision digne de la SNCF, ou pas, certains jours. Non, on dit du mal de la SNCF, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, quand les trains arrivent à l'heure, en revanche, ils arrivent à l'heure à la minute près, c'est impressionnant. On arrive donc à la fin de cette conférence. Jusqu'à la fin, elle m'aura cassé les pieds. Non. Si vous voulez, on peut continuer ensuite cet échange sur le stand d'Uno qui se trouve à l'emplacement E01, c'est juste en sortant à droite. J'aurai le grand plaisir de vous dédicacer, si vous voulez l'acheter, mon livre qui s'appelle « Réussir votre développement commercial », dont c'est déjà la 4e édition, rendez-vous compte. Des milliers
Des dizaines de milliers, non, oui. Des millions d'entrepreneurs l'ont déjà lu. Je vous encourage à en faire de même. Et dans le timing, je crois qu'il nous reste 5 minutes pour des questions-réponses. Enfin, des questions et puis des réponses de ma part. Donc, je reste encore donc 5 minutes là avec vous. Et ensuite, je cours chez Duno, mais volontiers pour les questions. Oui, madame, super. En plus, il n'y a pas eu la latence au début. Des fois, dans les conférences, il y a la latence, il n'y a personne qui ose. Eh bien non, tout de suite, vous y êtes allés. Allez-y. Ben super, merci pour ce témoignage. Avec une part d'audace aussi, puisque peut-être cette personne, du fait de son statut, peut-être qu'elle pouvait éventuellement vous impressionner, et que votre démarche sincère. Et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Si vous avez, on peut tout à fait avoir des prospects que l'on admire, et c'est une excellente cible, parce que dire avec sincérité, évidemment il faut que ça soit sincère, mais dire avec sincérité, waouh, je suis fan de vos produits ou je suis admiratif de votre parcours, peut être une excellente manière de démarrer la relation. Sous réserve évidemment que ça soit sincère. Oui, bien sûr. Oui, la reco, alors c'est un excellent facilitateur de prospection. Peut-être quelques éléments par rapport à ça. La meilleure façon d'obtenir des recommandations, déjà, c'est de commencer par les mériter. Donc en délivrant un produit ou un service qui enchante nos clients. Et deuxième remarque, ne pas hésiter à les demander. Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est quand on aborde ce sujet, je l'ai abordé plein de fois avec mes clients, ils sont là, ils me disent « Ah oui, mais je sais pas, ça se fait pas, je sais pas bien, et tout ». Et quand je regarde en revanche des secteurs comme l'assurance, ils ne font que ça. Alors j'ai une amie en plus qui est agent d'assurance, donc je l'ai observé de près. Je lui dis déshabille-toi, je vais voir, est-ce que tu as des choses que nous n'avons pas? Non, elle est comme nous. Elle n'a rien de différent. Le seul truc qu'elle a de différent, Florence, puisqu'elle s'appelle Florence, c'est qu'elle ose demander des recommandations systématiquement. D'abord, elle commence par vérifier si son client est satisfait d'elle. Cher monsieur, est-ce que vous êtes satisfait de moi? Ah oui, vous êtes formidable, Florence, patati patata. Super. Puisque vous êtes satisfait de moi, quels sont les 3 chefs d'entreprise que je peux appeler de votre part? Ça, c'est simple, non? On peut le faire tous. Et en plus, grâce à LinkedIn, on peut même avoir cherché à l'avance dans ses contacts quels sont les gens qui nous intéresseraient. On peut être encore plus direct avec son client. On peut lui dire, dis-moi, j'ai vu que tu connaissais machin, est-ce que je peux le contacter de ta part? Parce qu'appeler un prospect en lui disant, je vous appelle de la part d'eux, ça change tout. Surtout si notre recommandeur fait bien le travail. Parce que si notre recommandeur fait bien le travail, quand on va appeler le prospect, moi je me souviens d'avoir le dernier cas en date comme ça, j'ai dit voilà, bonjour, je m'appelle Arnaud Ciel, je vous appelle de la part d'eux. Ah oui, tout à fait. Vous voulez venir quand? Non mais attendez, respectez le travail des gens. Laissez-moi pitcher avant de me donner le rendez-vous là comme ça. Parce que mon recommandeur avait tellement fait bien son travail que j'avais pas même plus besoin de pitcher. Donc oui, la recommandation, c'est merveilleux. Mais il faut oser la demander. Il faut vraiment aller les chercher. Oui. Votre avis sur la nouvelle mode de l'inbound marketing qui justement a tendance à laisser
Alors, avant de vous répondre sincèrement, est-ce qu'il n'y a personne dans la salle de chez HubSpot et qui a une arme à feu? Bon. Vraiment, hein? Vous n'êtes pas de chez HubSpot. Bon. Je pense que l'inbound marketing a fabriqué la richesse de HubSpot, que HubSpot a très bien vendu l'inbound marketing, avec en plus une fable merveilleuse. Restez derrière votre écran au chaud, écrivez des news, des posts et des articles, et vous verrez, les prospects viendront à flot. Bon, et acheter notre solution à seulement 15 000 $ par an. Pour la petite histoire, il y a un bouquin qui a été écrit par quelqu'un qui s'est infiltré chez HubSpot et qui a bossé 6 mois par an et qui décrit qu'en fait HubSpot aux États-Unis est la pire boîte possible. Ils ont une armée de commerciaux qui passent leur temps à téléphoner et qui sont fouettés et qui sont managés comme dans les années 50. Donc je pense que c'est une fable, d'une part. Après, là où il faut le nuancer, c'est qu'il est vrai qu'une stratégie de visibilité, qu'une stratégie de production de contenu vient compléter un dispositif d'attraction. Et que dans ce dispositif d'attraction, parce que je serais gonflé de vous dire que ça ne marche pas, j'ai un blog et j'écris des articles tous les 15 jours. Ça marche, mais ça vient s'inscrire dans un continuum. Et ça, c'est la première remarque. Donc ça vient dans un ensemble, dans un dispositif complet. On ne peut pas compter là-dessus, que là-dessus. Ou alors, il faudrait avoir une stratégie de très grande audience. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut vraiment avoir énormément d'audience, donc énormément de leads. Et ensuite, de toute façon, tous ces leads, il va falloir les traiter humainement et donc les appeler et produire. C'est rarissime. J'ai en tête un cas récent qu'un prospect arrive intégralement comme ça. Mais ça peut arriver. Mais c'est relativement minoritaire. Donc, oui, mais dans un dispositif plus complet. Voilà. Mais de temps en temps, même, ça marche. Si vous n'avez pas d'autres questions, si vous souhaitez, on peut se retrouver sur le stand d'Uno. Je vous souhaite un bon salon, un bon business et à bientôt. C'est gentil, merci. Merci beaucoup.